Vos deux ouvrages que M. Lebda vient de montrer. Donc, le premier, publié en 2023, c'est ça, le premier modèle démocratique pour une Afrique souveraine et prospère. Et le deuxième, comme il vient juste de sortir, alors je suis désolée, Afrique, voilà. Alors attendez, vous permettez, merci. Voilà, Afrique-France, conditions pour un avenir. Voilà, ça c'est le deuxième journée que vous venez de récupérer. Parfait. Donc vous allez certainement nous parler de ce qui vous concerne par rapport au continent africain, quel modèle de développement, comment voyez les choses, peut-être aussi la coopération, la collaboration réelle, effective entre les pays africains. Quand je dis pays africains, j'inclus évidemment tous les pays africains, nord, sud, ouest, sud, est, etc. Je dis ça parce que très souvent, on fait trop souvent la différence entre les pays du Maghreb et les pays subsahariens. Je me souviens la première fois où j'enseignais la littérature africaine à mes étudiants, la première question que je posais, c'est « Est-ce que vous connaissez des auteurs africains ?» Ils me regardaient avec des gros yeux et disaient « Ah non, pas du tout, c'est nouveau pour nous, on ne connaît pas. » Et quand j'ai commencé à citer des auteurs comme Katabi Yassine, Boudjoudra, etc., a dit « Ah, c'est aussi la littérature africaine. » Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'entre nous, justement, qu'on voit aussi la littérature à partir de cet aspect. Voilà. Alors, le débat d'aujourd'hui, comme disait M. Lebdaï, porte essentiellement sur les littératures, ou disons l'écriture, on va dire, parce que vous êtes concernés également, présent et à venir, et surtout la conscience actuelle, les nouvelles consciences. Ce que M. Lebda, je crois, c'est toi qui as choisi ce titre, les nouvelles consciences. Alors, est-ce que vous considérez, si je peux commencer par cette question, est-ce que vous considérez qu'il y a aujourd'hui, vous qui faites partie de cette génération post-indépendante des pays africains, est-ce que vous considérez qu'il y a de nouvelles consciences qui sont exprimées dans les littératures, mais également dans les écrits sociologiques et historiques, par rapport à tout ce qui s'était écrit juste au moment, dans les années 60, au début des années 60, et si oui, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Voilà, est-ce que quelqu'un voudrait commencer à... Merci beaucoup. C'est une introduction intéressante qui permet de poser le cadre de la réflexion. Il y a une chance que moi j'ai, c'est que je suis à la fois juge et partie. Je suis romancier, dramaturge, mais j'ai également la chance d'enseigner la littérature à l'université. Enseigner la littérature à l'université, c'est faire de la recherche en littérature. Donc, on a un peu de recul pour analyser l'histoire de la littérature, mais c'est aussi former une nouvelle génération d'enseignants qui vont se retrouver dans le secondaire et qui vont essayer de perpétuer cette vision qu'on leur a transmise de la littérature. Donc c'est très important, l'histoire de la littérature et l'enseignement de la littérature. Si vous posez la question de savoir s'il y a deux nouvelles consciences dans la littérature africaine, je dirais, je ne réponds pas de suite, hein, mais j'essaye de réfléchir en marchant, en disant, qu'est-ce qu'un chercheur en littérature fait la plupart du temps quand il arrive dans un pays africain? Quand tu es togolais, tu arrives dans un pays africain. Si tu as des amis qui sont dans le même corps de métier que toi,
la question la plus sensée que tu devrais leur poser, c'est de savoir qui je devrais lire. Voilà. Si je dois lire un auteur algérien, aujourd'hui, qui je dois lire? Parce que les autres... Bon, enfin, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Oui. Alors, mais oui, mais c'est que Kateb Yassine s'inscrit dans l'histoire de la littérature africaine. Et ça, quand tu l'enseignes aux élèves et aux étudiants, ils ont conscience qu'il y a des bases qui ont été posées. Mais au-delà du fait que c'est un auteur intéressant, les nouveaux apprenants ne considèrent pas toujours que Kateb Yassine partage la même conscience du temps qu'eux. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de mérite, hein. Pas du tout, c'est pas ça. C'est des choses très bizarres. Je dirais de façon simple, ils vont dire « Ah, mais Kateb Yassine, c'est un vieil écrivain. » Et ce n'est pas dépréciatif. Mais il y a des gens, peut-être de leur génération, qui écrivent et qui parlent de choses qui concernent leur vie, leurs préoccupations. Donc ça veut dire qu'il y a la littérature, son histoire, les grands noms qui fondent la littérature et aussi les préoccupations des lecteurs. C'est à ce titre qu'un jour, je lisais sur Facebook, il y a quelqu'un qui avait posté une photo d'un vieux roman que j'avais écrit et je lis en commentaire « Ah, Kanye Alem, c'est un écrivain du passé. » Mais ça ne m'a pas choqué. J'ai trouvé ça très intéressant. Parce que qu'est-ce que ça signifie un écrivain du passé? Ça peut signifier quelqu'un qui a eu le temps de raconter l'histoire de son temps, l'imaginaire de son temps. Il a porté avec lui, avec une classe d'âge, il a défendu des idéaux. Mais en me lisant, ils n'ont pas retrouvé les mêmes préoccupations en termes de conscience du temps. Donc pour eux, je suis peut-être un écrivain connu, mais je gagnerais aussi à faire l'effort de parler de leur temps à eux. Et c'est là où ça devient très intéressant. Quand vous lisez les jeunes auteurs, vous vous rendez compte que oui, c'est très important de voir comment l'imagination qu'il y a dans la littérature évolue avec les préoccupations des lecteurs d'un moment donné. Je suis certain que il y a plein de débats aujourd'hui dans la littérature algérienne que vous... Oui, voilà. Et c'est... Oui, en fait, j'en ai parlé toute la semaine, donc je vais éviter d'en parler. Non, je blague. Non, je ne fuis pas. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que il y a un présupposé dans l'histoire de Daoud. C'est de dire, je parle de choses dont on ne veut pas parler. Ce qui... Oui, c'est la liberté de l'écrivain. Mais en même temps, ce n'est pas vrai. Parce que un sujet peut être traité par plein de gens, de différentes manières. Donc, l'auteur choisit ce qu'il a à dire à un moment donné par rapport à ce qu'il pense de sa société. Et c'est là où la littérature est très forte et très intéressante. Donc, je referme la page Kamel Daoud et je reviens à ce que je veux dire en disant oui, il y a de nouvelles consciences dans la littérature de la plupart des pays africains. Il y a des thématiques qui intéressent les jeunes lecteurs. Moi, ce que je dirais pour arrêter de répondre pour l'instant à cette question, je dirais que dans les textes que j'ai lus ces derniers temps, d'un pays à l'autre, en passant par la République démocratique du Congo, où il y a énormément des auteurs très puissants, j'ai lu des auteurs kenyans, sud-africains,
j'ai été sensible au fait qu'il y a une sorte de réflexion chez les jeunes de savoir leur identité à eux est-elle une identité nationale, culturelle ou transculturelle. On voit dans ces littératures plein d'ouvertures sur le monde entier. En République démocratique du Congo, vous assistez à un spectacle du théâtre et vous entendez parler de l'Ukraine. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que l'Ukraine vient chercher dans le théâtre congolais? Mais c'est parce qu'il y a une résonance de la guerre ukrainienne avec la guerre dans le nord de la République démocratique du Congo. Une guerre qui dure depuis presque 15 ans et dont on ne parle pas. Donc, l'écrivain joue avec l'écho de la guerre qui vient de loin, mais il vous parle en réalité de sa propre guerre. Voilà, donc cette transculturalité, c'est on est ouvert sur le monde, les problèmes qui les concernent sont aussi les nôtres, mais si on descend encore à une échelle plus basse, on dirait que l'écrivain aujourd'hui a une conscience globale, il a une conscience de sa place dans le monde, une conscience de sa société, mais il ne s'exclut pas, enfin il ne s'interdit pas de faire l'effort de dialoguer avec ce que le bruit du monde lui apporte. Merci beaucoup, merci infiniment. Vous avez vraiment posé des problèmes intéressants, surtout lorsque vous avez parlé des nouvelles préoccupations des jeunes. Et on le voit non seulement dans les littératures, mais également dans tout ce qui est images, tout ce qui est film, documentaire, quand vous voyez la production des plus jeunes. Et c'est vrai, il y a une rupture par rapport à ce qu'ils s'écrivaient dans les années 60, à ce qu'ils se montraient dans les années 60 et aujourd'hui, parce que les préoccupations sont différentes et parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des personnes qui sont à la fois au niveau national et aussi ouverts sur le monde parce que les données sont tout à fait différentes. Et c'est peut-être tant mieux. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, Mohamed Lamine voulait dire un mot par rapport justement à l'édition, en quoi l'édition joue un rôle par rapport à ces nouvelles consciences. Est-ce que vous publiez des ouvrages qui montrent de nouvelles préoccupations, pour reprendre le terme de monsieur? Voilà, je ne sais pas si vous pouvez... Oui, tout à fait. Donc, moi, je vais aussi aborder le sujet dans le même sens que le professeur Kani. Comme on dit, la littérature est un moyen, est un canal de diffusion de nos représentations. C'est un moyen qui nous permet de problématiser notre société d'une autre façon, d'apporter un nouveau regard sur nos problématiques sociales, de briser les idées reçues et de poser la question autrement. Et donc moi, en tant qu'éditeur, c'est vrai que je publie beaucoup d'écrivains, comme on dit, il y a des nouvelles voix, des nouvelles consciences, et parce que la littérature migre aussi avec les nouvelles problématiques. Les problèmes qui étaient posés bien avant les indépendances, c'est-à-dire pendant la période coloniale, il est vrai que ce n'est pas les mêmes problématiques que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes problématiques qui sont racontées avec les écrits de nos contemporains. Et donc, du coup, les thématiques changent ou évoluent, et parce que les problématiques sociales aussi évoluent. Donc les besoins, les circonstances de la société aussi demandent à ce qu'il y ait une nouvelle réponse, à ce qu'il y ait un nouveau regard. Donc c'est comme ça que la littérature évolue. Et voilà, donc il y a un peu plus de 50 ans, 60 ans, c'est-à-dire bien avant les indépendances, les premiers écrivains de la génération de Léopold Sédar Senghor, de Léon Gontran Damas et de leurs contemporains essayaient d'exprimer ou de présenter la riche culture et civilisation de l'Afrique au monde entier en général, mais particulièrement au monde occidental.
Ensuite, il y a eu le procès du colonialisme avec Nkrumah, Ferdinand Oyono, entre autres. Et il y a eu une période de révélation ou bien de l'affirmation de notre identité avec une certaine génération. On pourrait citer Camara Laye, Bernard Dadier, qui racontaient l'Afrique traditionnelle et de leur temps. Ensuite, il y a eu le procès des indépendances. Et pour la plupart des écrivains africains de l'époque, qui l'ont trouvé comme une faillite. Et je pense que depuis là, c'est-à-dire depuis 1960, et nous sommes dans cette continuité. Il y a des évolutions, il y a des nouveaux questionnements qui se posent, il y a des nouvelles problématiques qui se posent. Donc les écrivains l'abordent de cette manière différente, entre autres. Et nous, en tant qu'éditeurs, nous sommes des médiateurs culturels. L'objectif, c'est de transmettre ces messages, ces questionnements, éventuellement ces solutions à nos contemporains pour non seulement éveiller, éventuellement mobiliser des moyens d'action pour que nos besoins puissent être satisfaits. Donc c'est ça aussi le rôle de l'éditeur, un distributeur, un transmetteur de messages, un diffuseur. Et bien fort malheureusement, dans ma présentation, vous l'avez évoqué, nos États, nos capitales ne sont pas suffisamment liés. Déjà, il y a un gros problème de déplacement entre nos pays, entre nos villes. Et cela se répercute aussi sur les biens et services que nous produisons. Donc, l'accès est de plus en plus difficile. Je vous raconte cette histoire banale. Conakry-Alger, théoriquement, c'est 5 heures de vol. J'en ai fait presque 10 heures. C'est énorme, plus d'une demi-journée. Donc il faudrait qu'on travaille à ce que les États se rapprochent davantage, que la circulation entre nos villes, entre nos capitales soit beaucoup plus accessible. Cela permettrait de créer un véritable lien entre nos pays, une vraie unité, et ça rendra notre économie, nos différentes cultures beaucoup plus fortes. Et voilà, donc nous en tant qu'éditeurs, c'est cet appel que nous ne cessons de lancer auprès des autorités politiques, auprès de l'Union africaine, pour qu'il y ait une meilleure connexion entre nos États et pour que les idées puissent mieux circuler, et les hommes et aussi les biens et services produits, entre autres. Merci beaucoup, Monsieur Kamal. Alors, vous vouliez justement, je ne sais pas si vous voulez rester toujours dans la même thématique, ou alors peut-être parler de vos ouvrages, à savoir, est-ce que vous considérez qu'il y a de nouvelles consciences aujourd'hui? Si oui, pourquoi, comment et comment vous l'abordez? Voilà, merci. D'abord, permettez que je vous remercie et remercie les organisateurs de ce salon pour l'invitation. Je crois qu'ainsi, nous répondons à un appel, n'est-ce pas, de retrouvailles, vous l'avez évoqué, de communication entre Africains, de relations sud-sud. Pour ce qui concerne la question, je dirais que tout est dit. Il n'est pas facile d'intervenir sur un sujet spécifique quand un spécialiste en la matière a déjà parlé. Mais oui, mais vous avez dit suffisamment. Et je voulais dire qu'il est évident que la littérature, les écrits rendent compte des faits dans des sociétés. Et bien entendu, ce qui a été dit il y a 100 ans, 60 ans, n'aura pas beaucoup de pertinence aujourd'hui. D'où l'évolution des écrits plutôt actualisés qui tiennent compte du contexte. Et en cela, ainsi que l'a dit le professeur, je crois qu'il y a de nouvelles consciences, car nous sommes maintenant dans un monde tellement globalisé
qu'on ne s'attache plus à ce qui se passe dans son coin, mais également à ce qui se passe ailleurs. Et là-dessus, la littérature africaine est très présente sur tous les faits de société, sur toute l'évolution. Et nous qui sommes, vous l'avez dit, un peu plus politiques, nous observons avec beaucoup de fierté la réaction de nos jeunes écrivains qui ont été bien formés par nos professeurs. Donc oui, il y a bien une nouvelle conscience. Il n'y a aucun sujet aujourd'hui d'actualité qui ne soit touché par les écrivains africains. Et donc la question me semble bien claire et on n'a pas besoin de s'étendre là-dessus. Mais les sujets de préoccupation aujourd'hui sont également d'ordre politique, n'est-ce pas? Comme hier. Hier, c'était la lutte pour l'émancipation des peuples africains. Nos aînés ont écrit. Aujourd'hui, précisément, nous essayons d'écrire sur la problématique d'achever ce combat qui reste pour nous encore inachevé. À savoir que si nous avons eu la proclamation des indépendances, ce qui est une chose, la jouissance de ce droit n'est pas encore concrète, n'est pas encore effective. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'auteurs, comme nous autres, essayons de rappeler ce combat qui a été fait, mais surtout dire que ce combat n'est pas achevé, qu'il faille continuer jusqu'à la jouissance véritable de ces droits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sujet de souveraineté nationale est un sujet qui prend de l'ampleur et c'est sur ce sujet-là que moi j'écris, sur le sujet du panafricanisme que moi j'écris, sur les sujets de relations de nos anciennes puissances coloniales avec les pays, n'est-ce pas, anciennes colonies mais devenues aujourd'hui des États, la relation d'égal à égal que nous devons avoir, qui n'est pas encore, c'est un peu ce que j'écris. J'interroge aussi profondément le système de gouvernance dans nos pays africains. Un système de gouvernance dominé par ce qui a été imposé dès la sortie de la colonisation comme étant un système démocratique, n'est-ce pas, même s'il y a quelques variantes, mais qui est un système aujourd'hui que nous voyons comme plutôt très occidental, qui n'est pas forcément conforme aux valeurs morales, culturelles et spirituelles de nos peuples, aux réalités de nos terroirs et qui donne malheureusement le constat, le bilan que nous avons. En 60 années d'indépendance, c'est 50 guerres fratricides. En 50 années d'indépendance, c'est 227 coups d'État aux dernières nouvelles. Il y a donc lieu de questionner ce système dit démocratique et voir si il n'y a pas à le faire évoluer en le mettant en conformité avec nos valeurs, avec notre culture. Voilà une nouvelle conscience, voilà un sujet concret que je me permets de mettre au devant des problématiques qui sont maintenant, j'allais dire, révélées par une certaine littérature. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez Merci. touché un point essentiel, en effet, surtout aujourd'hui, dans la géostratégie que nous vivons, avec les guerres comme celle qu'il y a à Gaza. Et le monde est en train de changer. Et vous avez raison de dire que la souveraineté des États est extrêmement importante. Mais il ne faut pas que ça reste que du discours. Voilà. Il faut que cela devienne quelque chose de tout à fait concret.
Alors, Et c'est pour ça que nous faisons des propositions concrètes. voilà, très bien, merci. Et peut-être que même en littérature, parce que ça sert à ça aussi, les littératures servent également à ça, dans les littératures, il y a ce type d'expression, et peut-être que vous pouvez nous en dire un mot également. Je voulais réagir sur la notion de souveraineté. C'est une notion très intéressante pour un historien de la littérature africaine. Ces 20 dernières années, on remarque la création de plein de nouvelles maisons d'édition en Afrique. Se pose alors la question de la souveraineté éditoriale. Vous savez, pendant très longtemps, la démarche classique de la plupart des écrivains africains, qu'ils soient togolais, algériens, marocains, c'est de chercher un éditeur à l'étranger. Oui, Kateb Yassine a mis du temps avant de publier de faire republier quelques textes ici. Même son théâtre a beaucoup été joué longtemps en Europe avant qu'il ne fasse du théâtre, refasse du théâtre en Algérie à des fins très pédagogiques. Donc c'est très intéressant de questionner cette souveraineté. Ça signifie quoi? Ça signifie que les nouvelles consciences vont de pair avec les questions de domination. J'ai remarqué que la vingtaine d'auteurs, de jeunes romanciers qui ont sorti 2 ou 3 anthologies récemment au Bénin, dans le pays de Patrice Talon, c'était incroyable. En feuilletant, je me suis rendu qu'aucun d'eux n'a jamais publié un texte à l'étranger. Et ça m'a bluffé parce que je me suis revu un peu plus jeune. Mes premiers textes, je cherchais des revues à Paris pour les publier. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'éditeurs à Lomé, mais il y avait au moins une imprimerie. Je pouvais faire de l'auto-édition, mais ce n'est pas ça qui m'intéressait. Et même chose ici, il y a beaucoup de maisons d'édition qui publient des auteurs qui ont des choses à dire pour leur public. Peut-être que vous sentez que je vais vous provoquer, vous qui m'avez parlé de Kamel Daoud. Ouris aurait-il pu être édité? Ouri aurait-il pu être édité à Alger? Voilà. On aura le débat après. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant de voir que s'il y a de nouvelles consciences, il y a aussi de nouvelles structures qui permettent et qui permettront davantage à ces nouvelles consciences de s'exprimer et peut-être d'atteindre directement un public. J'ai vécu longtemps en France, j'ai publié longtemps en France, et depuis que je suis rentré dans mon pays, moi-même j'ai découvert que j'ai revu des choses auxquelles je ne faisais pas attention. Mais lorsque vous rendez un texte à un éditeur français et que les corrections commencent, mais il y a des biais, il y a toujours cette question du public auquel vous vous adressez. On va vous mener sans que vous le sachiez vers un public supposé universel. Bon, l'universel, comme disait un écrivain latino-américain, c'est le local moins les murs. Ok? Donc, si le local m'intéresse, c'est déjà de l'universel à mon niveau. Mais on peut détourner votre texte aussi du public de cœur auquel vous voudrez vous adresser. Et donc ce sont des questions très complexes et je trouve très intéressant qu'il y ait de plus en plus des festivals, des salons du livre, des maisons d'édition, des foires sur le continent africain. Les États, souveraineté oblige, devraient davantage investir dans le soutien à ces structures-là. Voilà, merci.
Je suis contente de vous avoir écouté juste maintenant. Je partage tout à fait votre point de vue. C'est vraiment, vraiment, vraiment important de soutenir toutes ces maisons d'édition locales, parce que c'est par cela qu'on construira exactement ce que nous voudrions être. Et pour ça, vous avez raison de le dire, il faut une volonté politique. Il y a ici, en tout cas, vous allez voir, c'est très bien, il y a beaucoup de maisons d'édition, mais il faut qu'elles aient les coudées franches un petit peu, parce que sinon, sinon c'est très difficile. Elles sont très courageuses, parce que c'est pas évident d'investir dans le livre, c'est plus facile d'investir dans le fast-food, mais ce sont des maisons d'édition qui sont très courageuses, et c'est par ça que ça commence en effet. Ça commence par valoriser, mettre en avant ce qui se fait localement, et après, pour pas que ça devienne du discours simplement, comment partager toutes ces choses entre nous. Ça aussi, c'est une réflexion qu'il faut mener, à mon sens, et vous avez tout à fait raison de le dire. Et je pense qu'on y arrivera. Hein. De toute façon, c'est presque une obligation pour moi. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si, Monsieur Camara, on a posé le problème de l'édition. Je ne sais pas si... est-ce que votre maison d'édition Guinée, est-ce que vous avez une ligne éditoriale? Est-ce que vous avez des contraintes de la part de la maison d'édition mère, l'Harmattan? Comment vous arrivez à les contourner? Parce que si on parle de souveraineté, on parle de maisons d'édition autonomes, indépendantes, mais il faut de l'argent aussi pour ça, c'est pas évident, d'où on peut avoir l'argent. Est-ce que votre maison d'édition, donc l'Harmattan Guinée, a les coudées franches, ou est-ce que vous pouvez contourner certaines contraintes qui seraient imposées par les maisons mères? Écoute, nous, on est autonome, pour mieux dire, on est indépendant. Nous avons un RCCM local, c'est-à-dire nous avons un registre de commerce local, mais nous sommes partenaires, parce que l'Harmattan Paris a une expérience de plus de 50 ans, qui nous sert notamment dans la diffusion, parce qu'elle fait de la diffusion internationale. Donc tout ce que nous faisons localement, Harmattan Paris nous aide à le diffuser sur le plan international. Donc en réalité, sur le plan international, c'est notre distributeur et notre diffuseur. Sinon, localement, nous sommes autonomes dans la prise des décisions de nos textes. Nous avons un comité de lecture local. C'est nous qui validons, c'est nous qui payons nos frais, toutes nos charges, toutes les impressions que nous faisons. Et tout le travail en amont qui se fait, c'est fait localement. Là, on n'a pas besoin de l'avis de Paris pour valider un texte ou pas. Donc à ce niveau, nous avons vraiment une autonomie. Et je voudrais peut-être raconter la petite histoire, comment l'Harmattan Guinée est né. Le directeur général Sansi Kaba a fait ses études post-universitaires en France, et son thème de mémoire portait sur l'édition en Guinée. Parce qu'avant la création de l'Harmattan Guinée, il était très difficile pour les écrivains guinéens de se faire éditer, et beaucoup transmettaient leurs textes dans les maisons d'édition parisiennes qui avaient pignon sur rue, comme l'a dit le professeur, et beaucoup se faisaient refuser parce que le public que ces maisons d'édition visaient n'allait pas dans le même sens que le public que l'auteur visait. Donc il y avait des problèmes culturels qui se posaient et des problèmes de cible. Donc mon directeur, après ses études en France, a travaillé comme mémoire sur les maisons d'édition, et c'est dans ce sens qu'il devait créer une maison d'édition guinéenne. Et heureusement, pour franchir ce pas, il avait fait une immersion à l'Harmattan Paris à l'époque. Donc le directeur de l'Harmattan Paris de l'époque a été son maître de stage pour lui permettre de comprendre pleinement le métier d'édition et toute la chaîne qui est autour. Et donc quand il devait le créer,
dans leur échange, ils disent, mais écoute, au lieu de trouver un autre nom, l'harmattan c'est un nom africain, moi je peux te le céder gratuitement, mais tu mets Guinée. Comme ça, ça peut être une marque pour toi, pour t'aider à franchir d'autres paliers. Et donc c'est comme ça que le nom Harmattan Guinée est venu, il est resté, mais sinon sur le plan de l'autonomie, de l'indépendance, du choix éditorial, nous sommes indépendants et autonomes. Nous travaillons localement pour valider les choses, c'est nous qui recevons nos manuscrits. Nous pouvons recevoir un manuscrit d'un auteur français que nous pouvons analyser de manière indépendante et nous le validons s'il est positif pour le publier. On peut le faire de la même manière pour un Ivoirien, un Togolais ou un Algérien. Et donc, c'est comme ça que nous travaillons. À notre niveau, il y a vraiment de l'indépendance au niveau du choix des titres et du choix éditorial en général. J'aimerais, Lamine, que tu parles un peu justement de l'échange. Louisa en a parlé, enfin elle a évoqué cette idée de Inter-Afrique. Et j'aimerais bien que tu rappelles, si tu veux, l'agrément entre Casbah Édition et l'Harmattan, qui n'a pas été décidé par Paris. J'aimerais que tu en dises quelque chose. Ouais, c'est vrai. Ben qui a été publié chez nous 2 fois. Et tous ces livres ont été aussi publiés localement ici avec Casbah Édition. Et donc, quand nous avions publié les 2 ouvrages de Ben, quand Casbah a voulu le publier pour le public algérien, c'est à nous qu'il s'est adressé. C'est nous qui avons donné gracieusement les droits de publication à Casbah et vice-versa pour que la diffusion continue, pour que les messages, les idées circulent. Il faudrait aussi qu'on pense aux coéditions. Ceux qui se publient en Guinée, au Togo, pour que le public algérien puisse aussi le lire, il faudrait que ça passe par ce type de travail pour nous permettre de toucher un large public africain. Ça fait partie justement des politiques de circulation de la pensée et c'est en effet extrêmement important. Moi, je vois que certaines maisons d'édition algériennes ici aussi se sont mises un peu aussi vers la coédition. Oui, tout à fait. Je trouve ça Nous avons vu récemment avec APIC qui a aussi coédité plusieurs livres d'auteurs d'ailleurs pour faciliter la diffusion des pensées. Alors, je ne sais pas si je peux vous poser encore une question. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez très impliqué dans le théâtre et vous m'avez dit il fut un temps. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis complètement de côté? Pourquoi? Si c'est le cas, pourquoi? Vous avez parlé tout à l'heure de Kateb Yassine et vous avez parlé du théâtre de Kateb Yassine. Kateb Yassine a commencé par l'écriture romanesque et ensuite s'est mis dans le théâtre parce que sur le plan politique, il considérait que c'était important de parler à son peuple et que c'était plutôt par le théâtre qu'il pouvait lui parler que par l'écriture romanesque. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou c'est tout à fait autre chose? Bon, j'ai commencé à faire du théâtre avant d'arriver au roman. Le théâtre a été ma première formation. Mais quand je disais ça, c'est juste pour dire que souvent dans ma biographie, on parle de ce fameux atelier théâtre de Lomé. C'est un atelier de théâtre que j'avais créé, j'avais peut-être 24 ans, quoi. Ça va. Mais beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Après, j'ai fait le conservatoire de Bordeaux. J'ai travaillé avec plein de metteurs en scène un peu partout. Et aujourd'hui, je fais le théâtre autrement. Je l'enseigne. Je dirige un master professionnel de théâtre à l'université de Lomé. Mon rôle est de diriger une équipe de professionnels qui transmet beaucoup de choses de cet art-là
à savoir tous les métiers qui tournent autour du théâtre. Moi, je ne suis pas scénographe, par exemple, mais je peux faire appel à d'excellents scénographes pour enseigner cet art-là aux étudiants. Longtemps, j'ai été comédien, mais je suis monté sur scène la dernière fois en 2005 et j'ai décidé de ne plus jamais remonter sur scène. Ouais, mais pour une raison très simple, quoi. C'est que je me suis ennuyé sur scène la dernière fois que j'ai joué. Parce qu'on m'avait mis dans une situation où je jouais tout seul. Et moi, je n'avais pas été formé à faire le monothéâtre. Et tout. Bon, donc je me suis dit, les temps ont changé. Aujourd'hui, ouais, donc j'ai préféré passer à l'enseignement et à la médiation. Voilà, donc, mais je n'ai pas du tout abandonné l'écriture du théâtre. J'écris pour mes étudiants qui me le demandent. J'écris pour des amis metteurs en scène qui me demandent de leur écrire une pièce de théâtre. Voilà ce que je peux dire. Mais sur l'avantage du théâtre par rapport à la fiction, il y a une vérité. Hein. C'est que une pièce de théâtre circule parfois plus facilement qu'un texte. Et il ne circule pas simplement dans le pays dans lequel il a été écrit. Il peut circuler dans plein de festivals. Et il a un public spécifique, le public des consommateurs du jeu théâtral. Donc, il permet une ouverture plus grande parce que c'est un art, certains disent total, moi je dirais c'est un art connexe qui permet à plein de gens de travailler. Voilà. L'éditeur, bon, il est souvent seul. Une pièce de théâtre, écoute, il faut au moins 30 à 40 personnes pour faire vivre la pièce et tourner. Donc ça permet à beaucoup de gens de vivre même un peu dans un laps de temps donné. C'est l'avantage. Merci beaucoup. J'aurais peut-être deux questions en relation avec le thème principal de cet après-midi, à savoir le présent et avenir. Hein. Alors, j'aimerais revenir sur deux choses. Revenir d'abord sur la question des nouvelles littératures, de nouvelles expressions, on va dire, des auteurs, hommes et femmes. Et alors, je ne sais pas ce qui se passe dans nos différents pays. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot. Ce que je vois en tout cas au niveau de la littérature algérienne, les nouveaux auteurs n'ont pas les mêmes préoccupations. Je reprends votre terme parce que je le trouve très important. N'ont certainement pas les mêmes préoccupations que ceux de ma génération, par exemple. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est comment les personnages que nous découvrons dans les romans ou même les pièces de théâtre, ce sont des personnages qui sont dans un processus d'individuation. C'est-à-dire, c'est des personnages qui émergent comme des individus. Et par rapport à ma génération, on doit toute la littérature qui était produite dans les années 60, c'était avant tout, c'était un engagement politique vis-à-vis de l'avenir du pays, vis-à-vis de la construction du pays. C'était le collectif qui primait, même dans les romans, hein, ce que je veux dire. Hein. Ou alors c'était justement encore le retour au passé colonial, quelles ont été les conséquences du passé colonial. Et il me semble que maintenant, les jeunes auteurs veulent se départir un peu de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils le refusent, attention, hein, pas du tout. Ils se construisent à partir d'un passé, mais ils ne le revendiquent moins. C'est-à-dire ce n'est plus une thématique dans leurs écrits. Mais ils viennent de là, et ils disent qu'ils viennent de là. Ils disent qu'ils viennent d'un passé colonial. Ils disent qu'ils viennent d'un passé où leurs aînés
se sont battus pour l'indépendance, mais ce n'est plus leur thème. Leur thème, c'est leur préoccupation d'aujourd'hui. C'est peut-être le chômage, c'est peut-être les relations humaines, les relations amoureuses, les relations hommes-femmes, etc. Et tout. Est-ce que la même chose, est-ce qu'on voit le même type de thématique dans les écritures d'aujourd'hui, dans nos différents pays, ou alors c'est quelque chose de tout à fait autre, voilà, qui n'est pas du tout... voilà, je ne sais pas qui est-ce qui voudrait... Oui, je pense que c'est, comme je le dis, c'est les préoccupations sociales qui évoluent. Et donc, du coup, les problématiques changent. Les thèmes évoluent. Par exemple, en Guinée, quoique les thématiques politiques demeurent encore très présentes dans les textes, hein, mais il y a des thèmes qui n'étaient pas abordés il y a peut-être quelques années en arrière qui sont de nouveau, qui sont abordés maintenant. Ça dépend aujourd'hui du contexte de nos jours. Hein, on parle maintenant de plus en plus du terrorisme. Hein, on parle de la corruption. On parle de la défaillance des gouvernances, hein, les mariages précoces, les questions de mutilation génitale, entre autres. Après, les écrivains suivent les préoccupations sociales. Voilà. Oui. Je crois que ce qui se passe en Algérie, que vous relatez, est un peu ce qui se passe aussi dans nos pays actuellement. Les questions d'ordre, j'allais dire général, qui concernent toute la société, ce sont des questions qui, pour ces 30 dernières années, dans nos pays, en tout cas dans le mien, n'ayant pas évolué, il y a maintenant de plus en plus de jeunes écrivains qui vont relater les difficultés de la vie. Car nos pays sont aujourd'hui dans de telles difficultés de vie, la cherté de la vie, la dépravation, n'est-ce pas, des mœurs, des valeurs qu'il faut. Donc c'est un peu sur ces questions, j'allais dire spécifiques, et que les gens écrivent davantage. Les questions idéologiques qui concernent toute la société ayant été suffisamment traitées par les auteurs passés, la vérité c'est que chez moi, il n'y a pas beaucoup d'engouement sur le général. Moi j'écris par exemple sur la souveraineté, j'écris sur les relations France-Afrique, j'écris sur le panafricanisme de façon générale, mais encore une fois, ça ce sont des choses qu'on a entendues depuis 100 ans. Donc il est vrai qu'il y a des sujets très spécifiques qui ne sont pas forcément des sujets qui trouvent de l'intérêt sur le plan global. Et c'est quelque chose qu'il faut peut-être voir. Peut-être que l'évolution des choses, la haute technologie aujourd'hui, les réseaux sociaux nous amènent à privilégier des faits de société. J'allais dire même des faits divers qui se retrouvent un peu comme des sujets sérieux qu'on traite dans les livres. Donc il y a le contenu qui prend, je crois, de moins en moins de valeur. Ça nous laisse un peu regretter ou du moins avoir de la nostalgie de nos anciens, les Bernard Dadier, les Kandji, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est tout à fait juste ce que vous dites. Merci. Oui, il se passe des choses très intéressantes. Il ne faut pas croire. Il y a quand même une filiation.
on peut dire que, si je veux théoriser, je dirais, quand tu observes les textes qui circulent en Afrique subsaharienne ces 10 dernières années, ça va tourner autour de quoi? Le questionnement de la masculinité chez les auteurs féminins, le questionnement de la féminité chez les auteurs masculins, parce qu'ils sont désorientés, les jeunes, par rapport à toutes les questions que leur pose le nouveau féminisme africain. Mais au-delà de ça, il y a... Oui, mais c'est... Ah ouais, mais au contraire, c'est très intéressant. Je vais vous le confirmer. Et puis au-delà, il y a encore cette thématique très panafricaniste. Discours aux nations... Comment il s'appelle le texte de Felmi Sarr? Discours aux nations africaines. C'est une pièce de théâtre dans laquelle passent tous les grands héros de l'histoire de l'Afrique, des héros maghrébins, des héros d'Afrique subsaharienne. Le texte d'Aristide Tarnagda qui a beaucoup tourné sur Thomas Sankara, figure mythique encore du panafricanisme. Il y a encore ça, Mais Lumumba, alors, tu arrives à Kinshasa, le texte s'appelle Kin la joie. Tu t'assois et la première scène que tu vois, c'est un fait de la vie de Kinshasa. L'électricité. Il n'y a pratiquement pas d'électricité. Sur 24 heures, tu as peut-être 8 heures d'électricité. Donc, on commence par ce qu'on appelle le délestage. Et dans cette histoire, tu ne sais pas comment on arrive à faire revenir Lumumba. Et c'est ça la force. Le patrimoine n'est pas perdu. Les histoires d'aujourd'hui sont là, mais on a les vieux textes qui ont fait la promotion de tout cela. Sur la question de la masculinité et de la féminité, j'ai assisté à Cotonou il y a quelques semaines à la présentation d'un livre. Je suis resté scotché. C'est un jeune auteur qui a écrit un roman dans lequel on parle beaucoup des réseaux sociaux, la drague par WhatsApp, par Instagram. J'ai même appris des choses, à savoir que Threads, moi je croyais que c'était un truc de vieux. On m'a dit, ah non, c'est là-bas qu'on drague maintenant. Donc on apprend des choses. Et l'histoire, c'est quoi? C'est un prêtre, un jeune prêtre, qui entretient une relation très toxique avec une jeune fidèle de sa paroisse, mais à travers le WhatsApp. Et ça se termine de façon très brutale. Quand la jeune fidèle tombe enceinte des œuvres du prêtre, elle lui dit, écoute, tu quittes les ordres et je te rejoins, on va vivre ensemble. Et il se suicide. Il préfère se suicider que de vivre cela. Je dis, il ne faut pas prendre à la légère ce genre de questionnement. Nous sommes dans une société où les jeunes ne s'engagent plus facilement dans les relations hommes-femmes de façon pérenne. Okay? Donc, on questionne la féminité et la masculinité de manière un peu plus pointue à travers la société qu'elle évolue. Et en lisant ces jeunes, parfois, moi, je me rends compte que je suis resté dans un schéma très ancien. Très ancien. C'est pour ça qu'il est très intéressant d'étudier dans les textes des auteurs féminins africains ce qu'elles pensent du monde masculin et vice-versa. Mais j'avoue que c'est très intéressant, ces genres de questions, du moins dans le périmètre que je connais,
en Afrique subsaharienne jusqu'en Afrique centrale, dans la littérature du Gabon, de la RDC, du Bénin. De plus en plus, c'est ce que je lis, quoi. Et je trouve ça... Voilà, j'ai tout dit. J'aimerais, Louisa, si tu le permets, compléter un peu ce que tu viens de dire en disant que dans les nouvelles littératures africaines, qu'elles soient anglophones d'ailleurs ou francophones, ce que l'on remarque, et là je vais faire plaisir à Louisa et Tramou, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'expriment. Et ça, c'est très très important. Par rapport aux années 60, 70, 80, on les compte sur les bouts des doigts. Myriam Abba, Calix Beyala, voilà. Mais, pardon, Aminata Sofal, etc. Mais aujourd'hui, elles sont pléthores. Et y compris en littérature algérienne, il y a énormément de femmes qui s'impliquent. Alors non seulement elles s'impliquent au niveau de l'écriture, et donc d'éditer, mais aussi elles s'impliquent au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'elles s'affichent, alors la romancière dont tu as parlé, Malika Chitour, elle est active, elle va d'une ville à l'autre, elle parle de son roman, elle montre le visage d'une femme algérienne et d'autres aussi, hein, je ne vais pas toutes les citer, qu'elles sont présentes dans la société et elles défendent justement la femme dans la modernité. Et ça, c'est très important. L'autre thème qui me semble important, que vous avez cité de manière un peu détournée, et qui est très important, qui est fondamental aujourd'hui dans les littératures africaines, c'est la question des migrations. Énormément d'auteurs, aussi bien algériens que tunisiens, que sénégalais, que béninois, etc., abordent la question des migrants. Même les auteurs martiniquais et guadeloupéens, dont les ancêtres sont africains, beaucoup d'entre eux parlent justement de ce qui se passe en Méditerranée, d'accord, et décrivant la Méditerranée comme étant le nouveau cimetière de beaucoup de jeunes Africains. Mais ce qui est intéressant, au-delà de la description du racisme, dans la traversée du désert, etc., l'arrivée et le désenchantement de l'Europe, il y a aussi aujourd'hui des femmes qui ont migré de la même manière que des jeunes femmes, et qui décrivent leur passage de l'Afrique subsaharienne vers les côtes méditerranéennes, vers l'Italie ou l'Espagne, les viols qu'elles subissent, les humiliations, le fait qu'elles se déguisent en hommes. Et il y a énormément de romancières qui parlent de cette situation. Donc, dans les nouvelles littératures, la question des migrations n'est pas du tout mise de côté. Ce n'est pas un tabou. Les auteurs en parlent. Alors, certains auteurs en parlent aussi en ne décrivant pas uniquement le racisme à l'arrivée, mais ils parlent aussi que dans les frontières africaines, là j'ai un trou de mémoire, donc j'ai oublié le nom de cet auteur tchadien, qui parle que aux frontières du nord de certains pays africains, il y a une connivence entre les gardes frontières qui laissent passer justement les migrants. Et l'explication que cet romancier donne, c'est que beaucoup, malheureusement il faut le dire, beaucoup d'États subsahariens, hein, mais ils partent aussi du Maroc, de Tunisie, voire un peu d'Algérie. La problématique est le fait que ces États ne font rien pour les jeunes, et ils sont à la limite contents qu'ils partent
pour qu'ils ne se rebellent pas sur place. Et ça, c'est dans la littérature, ce n'est pas un commentaire que je fais. Les jeunes s'en prennent non seulement à l'Europe et l'accueil qu'ils ont en Europe, ça devient, ils sont dans des no man's land, hein, mais aussi pourquoi ils partent. Louisa. Merci. Alors on a 2 ou 3 minutes. Juste quand vous avez parlé des littératures d'auteurs femmes et aussi des littératures féministes, je pense que ça fait partie de nouvelles consciences, des choses qui bougent, des frontières qui bougent. Et ça, c'est très bien. C'est très bien que les choses bougent. Voilà. Je ne sais pas si la tradition, c'est de donner aussi la parole. On a quelques minutes, la parole au public. Donc, je suis persuadée que vous trois, vous allez sortir avec une frustration en disant oui, mais moi je voulais parler de ça, finalement elle nous a aiguillonné sur ça, c'est quand même frustrant. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Donc on donne peut-être la parole au public. Si une personne, l'une d'entre vous voudrait poser une question, faire un commentaire, مرحبا. Un commentaire? Bon. On n'impose pas, merci beaucoup. Est-ce que vous voudriez dire un dernier mot si vous vous sentez frustré sur la manière dont le débat a été, on va dire, si vous avez voulu absolument dire quelque chose que vous n'avez pas pu dire, vous avez le droit de le faire maintenant. Voilà. Moi, je voudrais, pour conclure, je voudrais appeler, dans mon rôle, n'est-ce pas, ici sur ce panel, je voudrais appeler à la conscience, à la haute conscience des autorités africaines sur la nécessité de remettre au cœur des préoccupations la culture. Et la littérature étant cette expression vivante de notre culture, en ce monde qui bouge, qui se recompose, si l'Afrique doit exister, elle n'a pas d'option que de remettre au cœur des préoccupations la culture. Et je pense que tous nos États ont le minimum pour aider des éditeurs à être vraiment autonomes, pour avoir des maisons d'édition, pour que nous ne soyons pas toujours obligés, quelquefois, d'aller chercher ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Mais moi, pour terminer, je vais d'abord remercier la direction du SILA et le maître d'œuvre de l'Espace Afrique du SILA pour cette belle et magnifique organisation et de nous avoir invités pour continuer à tisser le lien entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. En tout cas, c'est merveilleux ce qui se fait là et nous voudrions que en Afrique subsaharienne, que nos autorités fassent de même, qu'ils mettent un budget conséquent pour l'organisation des salons et des foires du livre en Afrique. Merci. Merci. Un mot sur vos frustrations. Non, j'ai pas de frustration. Je suis toujours content d'arriver à Alger. Une petite histoire. J'ai mis les pieds en Algérie la première fois en 1997. J'étais étudiant à Bordeaux. C'est vieux, hein, c'est l'autre siècle, ça. Au siècle dernier. Ouais, l'ancien. J'ai un peu vécu. Et non, mais je vous raconte l'histoire. C'est que j'avais décidé de faire une thèse de littérature sur un écrivain algérien qui s'appelle Rachid Boudiedra. Et ma directrice de thèse, qui connaissait bien l'Algérie parce qu'elle y avait vécu, elle me dit, mais
vous allez faire votre thèse en étant assis à Bordeaux ou vous ferez un tour en Algérie? Bah, j'ai dit, mais je travaille sur les romans, c'est pas de la sociologie, de la littérature. Bah, il dit, mais faites un tour en Algérie. Et je suis arrivé en 1997, j'ai rencontré Rachid Boudjedra, on est devenus des amis. Oh, j'ai même publié un essai récemment où j'ai mis ma photo avec lui sur le livre, juste pour faire chier mes collègues à la fac à Lomé, en disant, moi j'écris sur des auteurs que je connais. Et donc je prends toujours plaisir à venir ici. Ça fait longtemps que je ne suis plus venu aussi là. Et en revenant ici, alors si on doit parler d'idées nouvelles, de conscience, c'est d'espérer simplement que, en lien avec tout ce que nous avons dit là, qu'aux prochaines éditions, si c'était possible, que l'espace PANAF accueille à chaque fois un ou deux éditeurs africains qui feraient découvrir de nouveaux textes aux lecteurs, aux gens de passage. Un du Togo devait venir, mais oui, effectivement. Mais on ne vous dit pas pourquoi il n'est pas venu. Ben, c'est les histoires de migration internationale. Mais ce serait très bien que cet espace accueille à chaque fois un ou deux éditeurs pour faire circuler un peu les textes là. La littérature, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout évident. C'est un truc de passionnés, de gens un peu désespérés, mais qui continuent à espérer. En réalité, c'est ça. Nous vivons dans un domaine où on parle beaucoup, mais les lecteurs se comptent sur le bout du doigt. Mais parfois, c'est des lecteurs de qualité. Et il faut toujours privilégier ces quelques lecteurs-là en leur offrant aussi les textes dont nous parlons. Merci beaucoup. Vive le SILA. Merci à vous trois. Merci.